Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, le MAG est consacré au droit de manifester. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Marie-Catherine Karamati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen. Alors, le droit de manifester nous est hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, article 10, je cite « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas à l'ordre public établi par la loi ». Les Français, connus dans le monde entier pour leur côté un peu râleur et jamais content, sont très attachés à ce droit de manifester. Pourquoi est-il si important dans notre culture ? Le droit de manifester est important dans notre culture et dans toute culture aussi, parce que c'est un volet essentiel du droit à la liberté d'expression. C'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas éventuellement d'autres canaux d'expression, le fait de pouvoir descendre dans la rue, exprimer une revendication en groupe, et je dirais aussi de la rendre visible, c'est extrêmement important. J'ajouterais aussi que durant toute l'histoire, ou enfin disons les décennies précédentes, le droit, la manifestation a permis aussi une évolution positive des droits économiques et sociaux. Le retrait de certaines lois ou des projets de loi envisagés à la suite d'une revendication massive. Donc c'est extrêmement important. Alors ce droit, il est tout de même soumis à une procédure précise. Toute manifestation, pour qu'elle soit légale, elle doit être déclarée en préfecture et déposée entre 15 et 3 jours avant la manifestation. On doit aussi donner les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, la date, l'heure, le lieu, les itinéraires de la manifestation et aussi son objectif. Elle est signée donc par au moins 3 organisateurs devant être domicilés dans le département dans lequel elle a lieu. Alors pour quelle raison la préfecture peut-elle s'opposer et dire cette manifestation, je ne veux pas qu'elle ait lieu ? Alors en fait, comme les derniers mois l'ont prouvé, il y a 2 sortes de manifestations. Il y a celles que vous avez décrites, c'est-à-dire qui sont organisées par un collectif d'associations, par des syndicats, etc., et qui suivent le processus d'autorisation que vous avez décrit. Alors pourquoi le préfet peut-il refuser cette autorisation ? Eh bien, quand il pense qu'il y a menace de trouble à l'ordre public, ce qui est d'ailleurs ce qui peut être quelque chose d'interprété, enfin c'est un petit peu vague. Seulement, il y a aussi, comme donc tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces 2 dernières années, je dirais, les manifestations spontanées. C'est-à-dire que des gens qui ont connaissance d'un décret, d'un projet de loi, etc., qu'ils contestent, il y a des échanges sur les réseaux sociaux, bien entendu, vont descendre dans la rue sans qu'il y ait un organisateur, un leader à l'origine. Et ces manifestations qu'on peut dire spontanées, Amnesty International estime qu'elles doivent être absolument autorisées. Alors justement, ces manifestations spontanées, elles ont été illustrées récemment avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors on le rappelle un petit peu, ce mouvement, il a commencé le 17 novembre 2018 et il voyait des manifestations s'organiser chaque semaine, tous les samedis, beaucoup sur les ronds-points également. Alors de vives tensions ont éclaté lors de ces manifestations entre les manifestants et les forces de l'ordre. Près de 4400 blessés au total ont été comptabilisés, plus de 12 000 interpellations aussi. Alors selon vous, est-ce que le droit de manifestation a-t-il été bafoué dans ces cas-là ? Alors, indiscutablement, la répression extrêmement violente de ces manifestations a restreint, je dirais, le droit de manifester. Bon, pourquoi ? Parce que c'est une énorme intimidation. Donc, il y a des gens qui souhaiteraient aller manifester pacifiquement dans la rue avec les meilleures intentions du monde, qui vont avoir peur à cause de la perspective de cette répression. Alors, les chiffres sont effectivement assez impressionnants. 4400 blessés, ça veut dire des blessés parfois au visage et aux yeux par les tirs de ce qu'on appelle les LBD, les lanceurs de balles de défense. Ça peut être des gens qui sont déjà à terre et qui sont brutalisés alors qu'ils sont maîtrisés. Ça peut être aussi un usage excessif des gaz lacrymogènes. Bon. Et puis il y a le chiffre des interpellations, hein. Parce que 12 000 interpellations, c'est pas 12 000 interpellations de gens qui ont commis un délit. C'est en grande majorité, je dirais, des interpellations de manifestants pacifiques qui étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, qui avaient des instruments de protection contre les gaz lacrymogènes ou qui brandissaient une banderole jugée outrageante pour les forces de l'ordre.
Or, une interpellation, ça doit correspondre à un délit inscrit dans le code pénal. Et puis, il faut savoir aussi que ces interpellations, elles étaient suivies généralement de gardes à vue qui duraient des heures. Et là, c'est pareil, une garde à vue, ça n'est pas rien quand même. On ne peut pas garder à vue pendant des heures quelqu'un qui n'a pas commis de délit. Donc tout cela inquiète beaucoup Amnesty International parce que ces interpellations, elles sont en grande augmentation. Alors selon le journal Le Monde, le tournant, ce qui a fait un peu changer les choses, c'est l'acte 3, le 1er décembre 2018, et les manifestations autour de l'Arc de Triomphe. On se rappelle encore de ces images qui ont amené fortement les forces de l'ordre à changer de dispositif. Dès la semaine suivante, il y a eu de nouvelles habitudes, notamment la généralisation des tirs de LBD dont vous avez parlé. Le droit de manifester a été piétiné à partir du moment où on a mis en place ces LBD, selon vous ? Oui, indiscutablement, cette manifestation-là, il y a eu des dégradations sur l'Arc de Triomphe, c'est tout à fait déplorable, et l'ensemble des manifestations des Gilets jaunes a intensifié la répression policière et le nombre d'interpellations. Donc ça, c'est indiscutable. Maintenant, je rajouterais quand même que le problème n'est pas nouveau. Et moi, je me souviens que dans les années 90, il y a eu un rapport d'Amnesty International sur les violences policières. Autre élément marquant, on en avait parlé, c'est les arrestations. Oui. On se rappelle, lors du premier mois du mouvement, alors on comptait déjà, en un mois, 3750 arrestations et 216 gilets jaunes emprisonnés. Alors, une arrestation qui a été mise en avant, c'est celle d'Éric Drouet, un chauffeur routier de 33 ans à l'époque. Ça a été une figure du mouvement, il avait fait beaucoup parler. On s'en rappelle. Peut-on parler, selon vous, d'une arrestation politique dans ce cas ? Alors, par arrestation politique, vous entendez, je pense, on arrête les gens parce qu'on arrête une opposition, on arrête un discours d'opposition aux autorités. Éric Drouet, il a été accusé d'avoir organisé des manifestations qui étaient interdites. Il l'a nié parce qu'il a dit que le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement horizontal, c'est-à-dire sans leader, et d'ailleurs, ça a été reconnu par un certain nombre de juges. Arrestation politique, moi, je réserverais peut-être le mot à des manifestations dans des pays autoritaires ou dictatoriaux pour lesquels la population n'a pas de liberté d'expression. Donc, réprimer une manifestation, c'est évidemment réprimer l'opposant. Bon, alors, en France, je ne sais pas si on peut parler d'arrestation politique, c'est plutôt, des arrestations, c'est plutôt l'obsession d'avoir l'ordre dans la rue, de ne pas être dominé par la population. Je pense que j'interpréterais plutôt ça comme ça. Alors, les arrestations politiques, c'est le quotidien dans certains pays, notamment Absolument. Dans les régimes autoritaires. Est-ce que vous avez quelques exemples de pays dans lesquels les libertés des opposants sont bafouées, la liberté de manifester n'est pas, du tout établie? Alors, bon, il y a l'exemple de Hong Kong, où c'est de pire en pire, puisque la Chine, enfin Pékin, veut de plus en plus exercer son contrôle sur une région qui, normalement, a une certaine autonomie. Il y a la Biélorussie, où les manifestations continuent, on en parle moins, mais là, c'est vraiment alors la répression complètement politique. Et puis, alors, il y a la Birmanie, mais j'ai envie de dire que la Birmanie, c'est de l'ordre du massacre, c'est quelque chose d'effrayant. Je rajouterai la Turquie aussi, je rajouterai l'Iran, où les manifestants, ce sont des régimes qui ne supportent pas qu'on exprime dans la rue une contestation, qui est souvent en plus parfaitement justifiée. Alors, une pétition est d'ailleurs disponible en France sur le site d'Amnesty International France intitulée « Manifestants pas criminels ». Elle appelle le président de la République, Emmanuel Macron, à respecter le droit de manifester en France. Elle compte aujourd'hui plus de 80 000 signatures. Que demande finalement Amnesty International sur le sujet pour faire évoluer les choses? Alors, la pétition demande très précisément de ne pas criminaliser les manifestants pacifiques et rappelle que Emmanuel Macron promettait dans sa campagne électorale de préserver le droit à manifester. Ce qu'Amnesty demande, c'est, par rapport à la cessation des violences bien sûr, et le fait de ne pas surarmer la police, parce que bon, il y a des pays où quand même les lanceurs de balles de défense, ils sont interdits. Mais Amnesty demande aussi quelque chose qui est très important, c'est que les policiers ne jouissent pas de l'impunité. Parce qu'un policier qui est coupable de violence, il va être soumis parfois à une enquête plus ou moins aboutie et quelquefois à des sanctions qui sont assez dérisoires. Donc Amnesty demande qu'il y ait un mécanisme d'enquête indépendant, ce qui n'est pas le cas actuellement en France.
Et puis, il y a aussi autre chose, je crois, c'est le fait que la France n'a pas du tout réfléchi à une politique de maintien de l'ordre alternative à une confrontation violente. C'est-à-dire qu'il y a des recherches de dialogue, de médiation, qui existent dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple. Et ça, c'est du domaine de la formation des policiers. Ce sera peut-être un sujet pour la campagne présidentielle de 2022. Merci. Absolument. Marie-Catherine Kharmati d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Amnesty International à Rouen. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.